Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 2 du Tour d'Espagne 2024. La Vuelta, deuxième étape du côté du Portugal. Vive les pastéis de nata, notamment du côté du Portugal. C'est la seule spécialité du Portugal et je pense que l'industrie l'a bien dénaturé, ce pastéis de nata. On va regarder un petit peu ce qui va se passer du côté de cette étape qui repart pas très loin de Lisbonne pour monter bien plus au nord cette fois-ci sur cette journée. On verra un petit peu ce qui va se passer sur cette étape. Bien entendu la stratégie, profil, présentation du parcours comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos 3 favoris, quelle est votre grosse cote du côté de cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, si vous voulez également soutenir mon travail, mais que vous n'avez pas forcément les moyens ou vous ne voulez pas forcément mettre d'argent, ce que je comprends tout à fait, eh bien, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Donc, voilà, ça permet également d'aider à la visibilité de la chaîne. Étape numéro 2. Une opportunité pour sprinter, ça ne se rate pas, surtout sur cette Vuelta. C'est le résumé que je ferai de cette journée. Oui, parce que il y en a tellement peu d'étapes pour les sprinters. Il y a tellement peu d'arrivées, pour coureurs rapides, qu'il ne faut pas les rater du côté de ce peloton. Surtout, je pense à un Brian Cocard et Caden Groves. Là, il y a une opportunité sur cette étape. Ça ne sera pas une opportunité facile. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas une opportunité qui sera facile, mais c'est une opportunité. Il ne faut pas la laisser passer. Elle arrive dès le deuxième jour de course. Il y aura du dénivelé positif sur cette journée parce que le Portugal, c'est pas tout plat. Pour ceux qui ont déjà vu le Tour du Portugal, ça grimpe pas mal du côté de certains endroits. Parce que pour l'avoir vu quelques fois, des étapes du Tour du Portugal, c'est vraiment pas évident. Et puis pour l'avoir fait sur Pro Cycling Manager également à une époque. Quand j'avais le temps de jouer à Pro Cycling Manager, c'était également pas si évident que ça. Donc il faudra faire attention du côté des sprinters. Il y aura surtout une grande interrogation du côté des sprinters qui va rouler parce qu'ils ne sont pas nombreux et qui ne sont pas forcément hyper bien entourés. Alors oui, il y a Caden Groves, mais Brian Cocard par exemple, il n'est pas si bien entouré que ça pour faire rouler des équipiers. Donc ça va être une grande interrogation et ça pourrait peut-être aider des baroudeurs, même si je n'y crois pas énormément parce qu'on sera seulement un jour après le départ et que tout le monde aura l'écran d'aller chercher un grand résultat. Dénivelé positif, quand je vous disais que ça n'allait pas être si facile que ça, de toute façon c'est un Tour d'Espagne qui est bourré de dénivelé positif. 2678 mètres, c'est-à-dire qu'on est quand même au-dessus des 2005, c'est un certain cap à passer, tous les sprinteurs ne seront pas en forme. Caden Groves, ça va être limite déjà, je pense pour cette journée. 13e étape dans ce classement, avec 2600 mètres, c'est que la 13e étape. Mettez-vous ça dans la tête, petit rototo, de vous dire qu'il va y avoir beaucoup d'étapes au-dessus de ça et beaucoup d'étapes difficiles. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette étape du jour sur cette Vuelta. 195 km, ce qui n'est pas si évident que ça du côté de cette étape où on remontera au nord du Portugal. Là, j'ai eu l'indication nord-sud, contrairement à hier où je me suis un petit peu raté. Donc, on part de Cascais pour aller à Ourense. 195 km. Départ au pied d'une bosse. Ça va faire mal. Quasiment. Avec l'Alto do Lagoa Azul, 5 km 3 à 4,8 de moyenne. Côte de 4e catégorie qui sera au kilomètre 8,5. Et puis ensuite, on passe à Sintra. Oui, si c'est 8,5. Oui, c'est bien ça. Donc ensuite, on passe à Sintra, à Cheleros, Torres Vedras, parmi les grosses communes. On passe à Obidos. Et puis on aura le sprint intermédiaire au kilomètre 140, c'est-à-dire à 55 km de l'arrivée. Donc ça sera plutôt sur la dernière partie de course avec Alcobaça, sprint intermédiaire et sprint bonification
en même temps. Ça sera au kilomètre 140,5. Et puis le final, où on aura deux difficultés. Une première difficulté de 6,9 km à 3,3 de moyenne, mais en fait qui se divise en deux parties. Cette montée qui se situe le sommet au kilomètre 175,5 et cette montée donc qui sera à 20 km de l'arrivée, l'alto de Batala, 6,9 km à 3,3 de moyenne, mais avec deux premiers kilomètres à 7,1 de moyenne. Et puis ensuite on passera par Fatima et l'arrivée à Aourel. On regarde tout de suite le final. Déjà, la déclivité du final, vous voyez, le dernier kilomètre et demi est en montée. Ça a son importance. On arrivera légèrement en descente. Une descente très légère, je pense qu'on est sur du 2-3% max. Et une remontée 4-5%, voilà, pour le passage dans le final. On regarde la difficulté des 5 derniers kilomètres, vous voyez. Dans la première partie, ça va aller plutôt tranquillement. Et puis ensuite, on aura 3 ronds-points qui sont indiqués par les organisateurs, dont un qu'il faudra prendre seulement par le côté ici. Il faudra le prendre par le côté droit. Et sinon, les autres rond-point, l'autre rond-point on pourra le prendre je crois par les deux côtés si je ne me trompe pas. Non, je crois qu'on ne pourra le prendre également que d'un côté, et l'autre rond-point il faudra également faire attention. Donc voilà, sur les 3 ronds-points de cette montée, enfin de ce final du côté de cette étape. Donc ça va pas être un sprint si technique que ça, parce que 3 ronds-points en 3 km, le dernier étant à l'amorce de la flamme rouge, ça devrait plutôt bien se passer pour les coureurs, normalement, dans ce final d'étape. On regarde tout de suite la météo du côté de cette journée, alors que vous voyez donc cette carte. Comme vous voyez, donc on parle de Cascais. En fait, pourquoi hier je me suis trompé? Je pensais que Lisbonne c'était vraiment au bord de l'océan Atlantique, et je pensais pas que c'était un petit peu à l'intérieur des terres du côté du Portugal. Je ne connais pas la géographie portugaise. Du côté de la météo, ciel nuageux. Par contre, pas de risque de pluie, selon les informations de la chaîne météo, avec une température qui sera aux alentours de 25 degrés. On aura un vent de nord qui sera très important jusqu'au sprint intermédiaire. Ensuite, il va changer légèrement de direction dans le final, où on aura plutôt un vent de nord-ouest. Donc, c'est-à-dire que le vent va taper de cette manière-là sur les coureurs. Donc, ça sera vraiment un vent de face. Puis après, nord-ouest. Un peu plus 3/4 d'eau peut-être dans le final, un peu plus de côté 3/4 d'eau du côté de cette étape, et le vent sera fort entre 20 et 50 km/h en rafale. Donc ça, il faudra faire attention pour les coureurs et les concurrents sur cette étape, deuxième journée où il y aura pas mal de vent sur cette Vuelta. Allez, on regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Espagne. Du côté du parcours, on part de Cascais. Je pense que ça va se prononcer une sorte de truc comme ça, qui n'a jamais donc accueilli la Vuelta jusqu'à maintenant, mais c'est une ville qui a accueilli 2 fois le Tour du Portugal. En 80, victoire de Belmiro Silva et Alexandre Ruas qui avait remporté une étape en 81. Il ne fallait pas rater le début des années 80 du côté du cyclisme dans cette ville. Et puis après, il y avait eu la Taça da Europa das Nações, donc une course qui était partie, qui avait eu 2 étapes qui étaient arrivées du côté de Cascais, remportée à chaque fois par Manuel Quinziato. C'était une course notamment pour les moins de 23 ans, qui a eu lieu une seule année. Donc voilà, ça fallait pas rater l'année de cette épreuve. Sur 5 étapes, il y avait notamment une dernière journée du côté d'Estoril. Et le classement général final remporté par Lorenzo Bernucci devant David Breard, José Alberto Benitez, Vincent Bader et Roberto Lotti. Et Bernucci et Breard. Bernucci, il a remporté une étape du Tour de France en 2005. À l'époque, il était à la Fassa Bortolo, chopé pour dopage fin 2007 jusqu'en 2008. Voilà, pour Bernucci, qui a raté sa carrière à la Lampre en 2010.
une seule victoire dans sa carrière, c'est cette étape du Tour de France. Et David Bréard, bah voilà, il est passé 2 ans chez Aubert 93, pas forcément des grands résultats dans sa carrière. Voilà, sur ces 2 saisons, ouais, il n'y a pas eu de victoire, il y a eu ouais, que le Tour de Tarn-et-Garonne où il avait remporté une victoire, mais c'était une 2-6, donc je pense que ça ne comptait pas. C'était des courses amateurs. Chez les pros, il n'y a pas eu forcément de grands résultats. Oui, 0 victoire chez les professionnels pour ce coureur David Bréard. Du côté de l'arrivée, à Ourem, là aussi, pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a eu une étape du Tour du Portugal qui est arrivée en 2023 dans cette commune, remportée par Leonguel Ruben Linares, coureur vénézuélien qui court chez Tafser Ovos Martinados Mortagua, donc une équipe portugaise. Voilà, quelques résultats, notamment champion de la course continentale Paname, les championnats Paname. Voilà, il a remporté la course cette année. Une étape remportée également sur le Tour, la Volta ao Alejantero, voilà, Tejo, également pour ce coureur. 3 victoires dans sa carrière. Et puis, sinon, 2 autres étapes du Tour du Portugal en 63 et 64. En 63, remportées par José Anastasio Silva, et en 64 par un Belge, Georges Vandenberghe. Voilà. Et premier passage du Tour d'Espagne sur cette course, enfin dans cette commune, pardon. Parmi les cyclistes du jour, alors j'avais pas grand chose pour tout vous dire à me mettre sous la dent. Il y avait Joaquim Augusto Gomez, coureur qui a une carrière qui a duré plus de 15 ans, commencé en 86, fini en 2002, particularité que dans des équipes portugaises et que dans des équipes, on va dire, pas énormes, des équipes de 2e, 3e division. Ça c'est assez rare. C'est lui qui a même fait la première saison chez LA Aluminios, la première saison de cette équipe, qui est devenue ensuite, qui était une équipe de 2e, de 3e division portugaise. Voilà, il est passé dans plein de petites équipes portugaises dans les années 80. En fait, il a fait surtout 2 équipes. Voilà, 3 équipes, pardon, voilà, dans sa carrière. Ce qui est assez rare d'avoir aussi... Non, même pas 2 équipes, parce qu'en fait, la dernière équipe, c'était celle de ses débuts de carrière. Donc ça, c'est quand même assez rare. Et il termine sa carrière en 2002 sur une 11e place sur le Tour du Portugal. Alors, c'est un grand coureur portugais, 2 fois vainqueur du Tour du Portugal en 93 et 89, du Tour de l'Algarve en 92 et 88, également 2 fois. Et puis une fois le fameux Volta ao Alejantero en 88, une fois 2e également du Tour du Portugal en 90. Donc voilà, 9 victoires d'étape sur le Tour du Portugal également dans sa carrière à Joaquim Augusto Gomez. Et puis il y a un jeune coureur également, Alexandre Montez, qui est né à Aldeia de Alem, qui est un jeune coureur, 10e de la Volta ao Alejantero l'année dernière. Cette année, il a fini 4e du classement de la montagne de cette même course, 3e de la Volta et Portugal du Futuro, donc pour les jeunes coureurs. Il a fini 2e de la Classica da Arabida, également cette année, et il va faire le Tour de l'avenir avec l'équipe du Portugal. Alors, l'équipe du Portugal, que je la retrouve, où il y aura Antonio Morgado, Daniel Lima, Alexandre Montez, Lucas Lopez, Gonzalo Tavares et Noah Campos. C'est Daniel Lima qui a le 1, qui est un jeune coureur d'Israël Academy. Voilà, donc pour avoir des informations pour cette équipe. 13e de la Flèche Ardennaise cette année, 16e de Liège-Bastogne-Liège U23. Voilà pour Daniel Lima du côté du Portugal. On regarde tout de suite la stratégie. On aura, je pense, une échappée. Je pense au moins avec 3-4 coureurs
je pense, parce qu'il y a quand même 2600 mètres de dénivelé positif, même si on va dire qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau difficulté, il y a quand même, je pense, dans certaines équipes où on va se dire, on donne quand même le coup au cas où le sprint puisse pas avoir lieu, au cas où voilà, il n'y ait pas suffisamment de monde pour rouler. 3, 4, 5, ça peut commencer déjà à devenir dangereux, donc ça va peut-être être une opportunité, même si je vois le peloton revenir sur ces coureurs-là. Mais pas si facilement, parce qu'encore une fois, ça manquera de monde pour rouler. Il faudra faire un sprint côté droit pour être protégé du vent. Si le vent est de côté, si le vent est de 3/4, la stratégie sera peut-être différente. Donc il faudra vraiment faire attention au vent qui sera fort du côté de son sprint. Donc il faudra être très attentif dans le final sur la direction du vent et vraiment pas se planter du côté des équipes. Mes favoris, je tente Bryan Coquard. Parce que 2600 mètres, ça lui convient plus qu'à Caden Groves, me semble-t-il. Deuxième Caden Groves quand même, parce que je me dis, bon, il est quand même là, il a une belle équipe autour de lui, c'est l'un des rares qui a une belle équipe autour de lui, mais il va être obligé énormément de rouler, donc ça va pas être si évident que ça. Donc Coquard, Groves, et puis en 3, Skjelmose Moseux. Bah oui, parce que Skjelmose Moseux, avec sa pointe de vitesse, c'est un coureur dangereux, le Danois, avec sa fraîcheur. Si en plus sur le contre-la-montre, il n'aurait pas fait un très grand contre-la-montre, pour reprendre un petit peu de temps avec les bonifications, ça peut être pas mal. Et puis pourquoi pas pour aller chercher un maillot vert, parce qu'il y aura peut-être l'opportunité pour lui. Et puis en grosse cote, Pelayo Sanchez, du côté de la Movistar. Bah oui, ça se tente. Voilà, je me dis que ça se tente, Pelayo Sanchez, programme télé. Contrairement à hier, où je vous ai donné, j'ai fait une petite erreur, j'ai donné les heures portugaises. Il faut savoir que sur le programme de la course, ce sont les heures locales. Sauf que j'ai oublié que le Portugal a 1 heure de décalage horaire avec la France. Donc là, je vous donne les bons horaires français pour aujourd'hui. Je ne me suis pas fait avoir 2 jours d'affilée. Donc départ fictif à 12h50. Le passage dans la commune de Mafra à 150 km de l'arrivée entre 14h02 et 14h08. Sao Manédé, 93 km de l'arrivée entre 15h17 et 15h29. Sprint intermédiaire à Alcobaça à 53 km de l'arrivée entre 16h08 et 16h26 pour une arrivée prévue entre 17h19 et 17h43. Nous, on fera un petit short juste après. Et puis, très vite, on fera le Tour de France Femmes. Donc, je pense que le débrief de cette course, ça sera ce soir. Je pense pas avant 22h. Vraiment, le temps de tout débriefer, le temps de tout terminer. Mes priorités à la course de la Vuelta masculine par rapport au Tour de France Femmes. Tout simplement parce que le Tour de France Femmes, je ne sais pas s'il y aura grand chose à analyser si ça se fait à la pédale, alors que s'il y a un sprint ou si, voilà, je pense qu'il y aura un peu plus de choses à analyser du côté de la Vuelta. Et puis, priorité aussi à l'épreuve qui arrive le plus tôt. Techniquement, c'est la Vuelta qui arrive avant le Tour de France Femmes, à part si les filles roulent vraiment à 50 à l'heure du côté du Gland de l'Alpe d'Huez. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao ciao.